Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Les processus mentaux qui nous permettent de reconnaître une comptine ou de reprendre une mélodie que nous n'avons pourtant pas entendue depuis 20 ans sont les mêmes qui peuvent nous plonger dans l'anxiété, la dépression, une peine de cœur ou parfois la douleur physique. J'emprunte ces mots à Francine Shapiro, psychologue et fondatrice d'une méthode originale de retraitement des traumatismes, l'EMDR. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Evelyne Josse, psychologue clinicienne, chargée de cours et formatrice. Evelyne est formée à l'hypnothérapie, à l'EMDR, à la thérapie brève et à l'EFT. Elle est également auteure de plusieurs ouvrages de psychologie. Bonjour Evelyne. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le psychotraumatisme et comment un événement peut-il faire trauma ? Alors, le psychotraumatisme, bien, c'est une souffrance psychologique et c'est une souffrance psychologique qui fait suite à un événement particulier. Alors, cet événement peut constituer une menace pour la vie, pour l'intégrité physique, pour l'intégrité morale. Par exemple, dans le viol, ça peut être pour l'honneur, l'intégrité par rapport à son honneur. Cet événement, ça peut être un événement qui se constitue massivement, brusquement. C'est alors un événement qui est hors du commun, c'est un événement exceptionnel, un événement grave. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'alors c'est un événement qui est porteur de sens. Il est vécu comme une rupture par rapport au passé, par rapport donc à la continuité de la vie, et comme un enjeu aussi, parce que c'est un événement qui annonce des changements importants, évidemment des changements négatifs pour le futur de la personne. Alors, parfois, c'est qu'un tout petit accident qui vient s'ajouter à une accumulation de facteurs qui ont été potentiellement traumatisants, donc qui n'ont pas fait de trauma jusque-là, et puis un petit événement peut faire passer la personne au-delà de son seuil de tolérance. Par exemple, un de mes patients, donc il était éducateur de rue, il s'était fait tirer dessus dans le cadre de ses activités, donc il avait déjà connu pas mal d'événements potentiellement traumatisant, mais bon, il n'avait pas présenté du tout de symptômes, il allait tout à fait bien, jusqu'au jour où on est venu voler dans son appartement. Donc, il n'était même pas là, mais vraiment ça a été, on est venu percer, je dirais, sa bulle de sécurité, et là, il a complètement craqué. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait des traumatismes simples, parce que une dame qui a appelé ça traumatisme simple, c'est Judith Herman, et une autre qui est Lénore Terre, elle a appelé ça des traumatismes de type 1. Et puis, il y a des traumatismes en fait qui sont pas du tout une surprise, qui se répètent sans cesse pendant une longue période de temps. C'est ce qu'on appelle les traumatismes complexes, ça c'est la typologie donc de Judith Herman, et l'autre dame, donc Lénore Terre, elle appelle ça les traumatismes de type 2. Et puis, je trouve intéressant, c'est que, je crois que c'était en 1999, il y a 2 psychologues, Eldra Solomon et Kathleen Haidt, qui ont créé encore une autre typologie qui est le type 3. Et en fait, pour ces thérapeutes, elles ont distingué le traumatisme de type 2 et elles ont dit, le traumatisme de type 2, c'est des traumatismes répétés, mais qui commencent à l'âge adulte, c'est-à-dire sur une personnalité déjà bien constituée. Et bon, on a un exemple malheureusement d'actualité, c'est la guerre. On peut avoir eu une enfance, une jeunesse tout à fait heureuse, et puis arrive la guerre avec ces événements qui vont se répéter et qui menacent la vie. Et les traumatismes de type 3, c'est ces traumatismes qui se sont répétés, mais depuis l'enfance, c'est-à-dire sur une personnalité qui n'est pas encore constituée. Moi, j'ai rajouté aussi les traumatismes de type 4 en 2004, quand je travaillais pour Médecins sans frontières, parce qu'à l'époque, je travaillais notamment dans des pays en guerre et donc dans des pays
où les personnes sont soumises à des traumatismes répétés, en tout cas des événements potentiellement traumatisants, mais ces événements sont toujours en cours. Donc là, ça a évidemment un impact par rapport à la façon dont on va travailler. On ne travaille pas de la même façon si une personne est maintenant en sécurité, même si elle a vécu des événements répétés, ou si elle est toujours en danger. Alors, tu demandais pourquoi ça fait trauma? Eh bien, en fait, nous avons ce qu'on appelle un système nerveux autonome. Donc, comme son nom l'indique, c'est un système qui fonctionne tout seul, autonome. Et ce système, il est principalement axé sur la survie de l'individu. Donc, on pourrait dire qu'on a comme une sorte de pédale d'accélérateur et on a des pédales de frein. Eh bien, l'accélérateur, c'est ce qu'on appelle le système orthosympathique ou tout simplement le système sympathique. Donc, quand il y a un danger, quand on doit fuir ou qu'on doit combattre, c'est ce système-là, c'est l'accélérateur qui nous permet d'avoir plus d'énergie, plus de force pour combattre ou pour fuir. Et en fait, quand ce système nerveux autonome est activé, on produit des hormones de stress en très forte quantité. Et celle qui nous intéresse le plus par rapport au trauma, c'est la noradrénaline. Donc, c'est une hormone qu'on produit en forte quantité quand on est soumis à un danger très fort, très important. Et cette noradrénaline, c'est elle qui va contribuer à fixer les souvenirs dans notre mémoire d'une façon tout à fait particulière. Quand on vit un souvenir traumatique, ce souvenir est très particulier parce qu'il y a beaucoup de détails, que ce soit des détails visuels. On se souvient par exemple de exactement comment on était habillé ou comment l'autre était habillé, parfois des détails au niveau des odeurs. Ce sont des souvenirs où on a beaucoup d'émotions. Quand on se rappelle de ce souvenir, on éprouve les émotions. Et même chose pour les sensations corporelles, on les ressent dans son corps. Alors qu'un souvenir qui est digéré, un souvenir qui n'est plus traumatique ou qui n'a jamais été traumatique, en fait, c'est relativement flou. On se souvient des émotions qu'on a éprouvées, mais on ne les ressent pas nécessairement. Par exemple, je peux me souvenir, j'étais à la mer l'année passée, c'était magnifique, je sais que j'étais heureuse, mais je ne ressens pas ça je ne ressens pas cette joie que j'ai ressentie réellement au moment même. Je m'en rappelle, c'est un peu différent. Et même chose pour les sensations corporelles. On peut, quand on se souvient d'un souvenir traumatique, vraiment ressentir dans son corps, alors que si, je sais pas, moi j'ai été opérée de l'appendicite, par exemple, je me souviens que j'ai eu mal, mais je me rappelle de ça, mais je ne ressens pas ces sensations dans mon corps. Et donc, Francine Shapiro, donc la psychologue qui a élaboré, donc qui a développé la thérapie EMDR et donc le protocole de la thérapie EMDR, elle postule qu'il existe un système qu'elle appelle le système de traitement adaptatif de l'information. En fait, quand on vit quelque chose, cette expérience est systématiquement filtrée par ce traitement adaptatif de l'information. Donc l'information va être traitée et elle va être reliée à d'autres événements, à d'autres éléments qui sont déjà conservés dans notre cerveau, c'est-à-dire d'autres situations qui ressemblent ou qui ont une connexion quelconque avec ce qu'on vient de vivre. Quand c'est un souvenir traumatique, en fait, cette connexion ne se fait pas. Et donc, ce souvenir va être un peu comme isolé, il va fonctionner pour lui tout seul dans son réseau de neurones, sans être connecté au reste de la mémoire. Et donc, on ne les met pas en lien, c'est vraiment des souvenirs qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Et ce que Francine Shapiro dit, c'est que quand on vit un événement potentiellement traumatisant, ces fameuses hormones de stress dont j'ai parlé, elles vont produire un déséquilibre, donc au niveau du système nerveux, et que ce déséquilibre va en fait bloquer le traitement adaptatif de l'information. Et donc, en fait, ce traitement adaptatif de l'information, qu'on appelle aussi le TAI, le TAI, eh bien, il ne peut pas faire son boulot, il ne peut pas faire son travail. Et donc, l'information qui a été acquise au moment de l'événement, et donc ça veut dire les images, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations physiques, les émotions et les pensées, eh bien, tout ça, toute cette information, elle va être maintenue neurologiquement dans son état perturbant.
Et donc, en fait, c'est une information qui est figée dans le temps. Et ça, les gens le disent. Hein. Tu as des gens qui, je ne sais pas, j'ai interviewé récemment un homme qui était enfant caché pendant la Shoah, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il m'en parlait, il pleurait. Et il me disait, c'est comme si c'était hier. Hein. Donc, parce que ces émotions qui sont elles sont comme figées, hein, tous ces détails sont comme figés. Ça ne s'inscrit pas dans une espèce de biographie. Et en fait, une information, c'est un système de réseau de neurones. Donc les neurones, en fait, donc nos cellules nerveuses qu'on a dans le cerveau, eh bien, elles communiquent entre elles. Et normalement, tout le cerveau peut communiquer. Et ici, en fait, ça reste comme enquisté dans un réseau sans pouvoir se relier à d'autres choses. Ouais, c'est ça. Parfois, on parle d'une capsule, un peu comme si c'était encapsulé, Tout à fait, c'est exactement ça. Du réseau de mémoire. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, pour ce qui est des enfants, bon, moi je trouve que ce qui fait trauma, c'est un petit peu différent de ce qui fait trauma chez l'adulte. Alors, bien sûr, il y a des connexions quand même. Hein. Par exemple, ce qui fait trauma chez l'enfant, ça peut être la douleur, hein, d'avoir été, par exemple, blessé, d'avoir été opéré, d'avoir subi des traitements douloureux. Moi, j'ai par exemple travaillé avec des enfants malades du cancer. Bon, évidemment, ces petits-enfants-là, ils subissent souvent des traitements invasifs et douloureux qui peuvent effectivement aussi quand même faire trauma. Et donc ça, c'est un petit peu comme pour les adultes. Hein, ce qui fait mal, bien, peut effectivement aussi faire trauma. Mais ce qui va surtout faire trauma chez les enfants, pas surtout, ce qui va aussi faire trauma chez les enfants, c'est la perte, c'est la séparation. Par exemple, pour les adultes, on parle souvent de la mort. Hein. On dit que ce qui fait trauma, eh bien, c'est la confrontation avec la mort. Mais les enfants en bas âge ne savent pas ce que c'est la mort. Ils n'ont pas conscience de la mort, de la gravité des événements qui bouleversent leur vie ou qui bouleversent la vie de leur entourage. Par exemple, si je prends pour la mort spécifiquement, en fait, c'est souvent vers 6 ans que l'enfant comprend que la mort, c'est définitif, hein, c'est irréversible et que ça concerne tout le monde. Avant ça, les enfants pensent qu'il n'y a que les vieux qui meurent et ils pensent qu'une personne qui est morte peut revenir. Donc, à moins d'avoir été confronté de façon très proche et d'avoir donc eu cette maturation, cette maturité par rapport à la mort, les enfants, s'ils n'ont pas été confrontés particulièrement à la mort, bien en fait, eux, ça ne veut pas vraiment leur dire, ça leur dit pas grand-chose. Donc, par exemple, s'ils ont failli mourir dans un accident, la mort, ils savent pas ce que c'est. Donc, ce qui est l'équivalent de la confrontation à la mort pour les adultes, eh bien, on peut dire que c'est la séparation pour les enfants. Donc, par exemple, les hospitalisations précoces de l'enfant, les hospitalisations longues d'un parent, l'incarcération d'un parent et évidemment le décès d'un parent, eh bien, tout ça, ça fait trauma, ou en tout cas, ça peut faire trauma chez les enfants. Alors, il y a d'autres événements qui peuvent aussi faire trauma chez les enfants. On parle aujourd'hui de plus en plus d'ACE, Adverse Childhood Experiences, donc les expériences adverses de l'enfance ou les expériences adverses précoces. Ces expériences, eh bien, évidemment, elles reprennent les maltraitances, les abus, les violences sexuelles, les violences physiques, la négligence grave. Donc, ce que nous, je veux dire, depuis toujours, enfin, depuis très longtemps, nous appelons des traumas. Mais il y a des choses qu'on ne qualifierait pas naturellement de trauma, mais qui peuvent quand même avoir des répercussions sur le long terme pour les enfants. Par exemple, la maladie longue d'un parent. Donc, même si le parent n'est pas hospitalisé, s'il vit à la maison, par exemple, une maman ou un papa qui a un cancer, une maladie mentale de longue durée d'un parent, évidemment, on pense à la psychose, mais parfois tout simplement aussi à la dépression. Les tendances suicidaires d'un parent, l'alcoolisme aussi, la toxicomanie d'un parent. Et alors, malheureusement, c'est très fréquent, c'est le divorce des parents, en fonction de la manière dont ça se passe. Eh bien, tout ça peut faire partie de ce qu'on appelle donc ces ACE, Adverse Childhood Experiences. Alors, quand je dis que ça peut faire trauma, c'est parce qu'en fait, ces expériences ont une incidence sur la santé physique,
sur la santé mentale et sur le comportement. Donc plus tard, hein, quand cet enfant qui a subi tout ça devient adolescent ou adulte, eh bien, en fait, il a plus à risque d'avoir des maladies mentales, physiques et d'avoir des troubles du comportement. On parle de dose effect, hein, donc c'est-à-dire que plus on a vécu d'expériences, donc plus la dose est importante, hein, d'expérience, et plus l'effet est important. Et c'est assez impressionnant, hein, ce sont les études de Felitti qui montrent ça. C'est qu'un enfant, par exemple, qui a été exposé à 4 types d'expériences négatives adverses, eh bien, il a 4 à 12 fois plus de risque d'être alcoolique, d'être toxicomane ou de souffrir de dépression ou de faire une tentative de suicide. C'est énorme, je ne sais pas si tu te rends compte, mais 4 à 12 fois plus, hein, ouais, quand on a subi 4 événements, donc 4 expériences négatives, 4 ACE dans l'enfance. On a 2 à 4 fois plus de risque de fumer aussi. On a aussi beaucoup plus de partenaires sexuels chez les personnes qui ont vécu des ACE, donc 4 ACE différentes, 4 types d'expériences. Eh bien, du coup, on a 2 à 4 fois plus de personnes qui ont 50 partenaires sexuels et plus. Et donc, évidemment, plus on a de partenaires sexuels et plus le risque d'avoir des maladies sexuellement transmissibles est important, et notamment, évidemment, le sida. Et on a à peu près 1,5 fois de risque en plus d'être sédentaire, donc de ne pas avoir assez d'activité physique, et aussi d'être gravement obèse. Donc ça, quand les thérapeutes travaillent uniquement sur les symptômes, et je pense notamment à l'alcoolisme, hein, où on essaye de réduire la consommation d'alcool, ou l'obésité, qu'on essaye de réduire l'apport calorique, ça n'a aucun sens. Hein. On voit avec des expériences comme Felitti que c'est vraiment important aussi de travailler sur les traumatismes à la base de tout ça. Donc ça, c'est pour la santé mentale. Et en ce qui concerne la santé physique, eh bien, on a pu montrer avec ces expériences-là, ces recherches-là, c'est que plus un enfant a été exposé à des expériences négatives, eh bien, plus il a de risque d'avoir à l'âge adulte une maladie cardiaque, un cancer, une maladie pulmonaire chronique ou une maladie du foie. Alors donc, ça veut dire que quand on travaille sur les traumatismes précoces, on ne travaille pas seulement, ce que les psys ont toujours eu l'idée, c'est qu'on travaille sur la santé mentale. Et ce qui est vraiment important de comprendre, qu'on travaille avec le MDR, avec l'hypnose ou avec d'autres techniques, c'est que de travailler sur ces problèmes de l'enfance, sur ces difficultés rencontrées dans l'enfance, c'est s'offrir une meilleure chance, évidemment, par rapport à la santé mentale, mais c'est aussi s'offrir une meilleure chance par rapport à son comportement. Donc, je parlais, par exemple, du tabagisme, de l'alcoolisme, etc. Et c'est s'offrir une meilleure chance aussi sur sa santé physique. Oui, alors ça, c'est pour l'enfance, mais c'est vrai aussi que maintenant, on s'accorde à dire qu'on peut encore avoir des traumatismes plus précoces durant l'accouchement ou même au cours de la vie intra-utérine. Et justement, est-ce qu'on peut avoir été traumatisé alors qu'on n'en a pas de souvenir conscient? Et quels sont les symptômes qui peuvent nous amener à consulter dans ces cas-là? Alors oui, tout à fait. Les traumatismes précoces et même très précoces qui sont intervenus à une époque où l'enfant n'a pas de mots, eh bien, vont être conservés, évidemment pas dans la même mémoire que celle que nous avons adultes, on appelle ça une mémoire implicite. Donc, j'ai parlé des ACE, c'est clair que les ACE ont un impact sur le développement du cerveau de l'enfant. Et donc, en fait, si l'enfant n'a pas une expérience d'attachement sécure, donc d'un attachement sécurisant avec des adultes, eh bien, en fait, certaines connexions ne se font pas ou se font moins dans son cerveau, entre différentes parties de son cerveau, notamment ce qu'on appelle souvent le cerveau émotionnel, ce qu'on appelle les amygdales, et le cortex préfrontal, donc c'est-à-dire la partie du cerveau qu'on a à l'avant, donc derrière le front, et qui est plutôt le siège de la raison, qui nous permet de prendre de la distance avec ce que nous vivons. Et donc, ces personnes-là ont souvent des difficultés à réguler leurs affects et leurs émotions. Donc, j'y reviendrai quand je vais parler des symptômes, mais oui, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, on a non seulement
à un âge précoce, mais parfois même, on peut remonter plus loin avec l'épigénétique, ou parfois, on peut être même traumatisé par ce que nos parents ont vécu, et même nos grands-parents. Mais je vais peut-être d'abord parler quand même des symptômes. Alors, c'est un peu compliqué parce que les symptômes sont nombreux. Donc, comme je viens de dire avec les ACE et le fonctionnement du développement du cerveau, eh bien, on va avoir souvent des troubles de la régulation émotionnelle, donc des personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui parviennent pas à les moduler. Et donc, ça va souvent donner des colères fréquentes, des colères injustifiées, de l'impulsivité. Alors, bien sûr, on va avoir les troubles dissociatifs. On va avoir ce qu'on appelle aussi souvent les troubles borderline ou le trouble limite. Et bon, ce qui caractérise ce trouble, c'est l'instabilité émotionnelle, l'hypersensibilité dans les relations aux autres, l'instabilité aussi au niveau de l'image de soi, des fluctuations extrêmes de l'humeur. Donc ça, on comprend bien avec les ACE et le développement du cerveau. Une détresse émotionnelle souvent qui est très envahissante, où les gens ne savent pas pourquoi, mais ils vont vraiment très mal sans que ce soit justifié nécessairement par quelque chose qui leur arrive à ce moment-là dans leur vie, ou en tout cas, pas en tout cas avec une telle intensité. Les gens ont souvent beaucoup d'anxiété, donc dépression aussi, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la cognition, c'est-à-dire du fonctionnement de pensée. Certains pensent aussi que ces vécus précoces traumatiques peuvent être à l'origine de syndrome d'Asperger, par exemple, de TDAH, donc du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du comportement alimentaire, j'en ai parlé tout à l'heure, et probablement que j'en oublie, c'est vraiment très large en fait comme panoplie de symptômes qu'on peut avoir. Ouais. Qu'est-ce que la thérapie EMDR? Comment fonctionne-t-elle? Alors, l'EMDR, c'est une approche psychothérapeutique et elle a été découverte un petit peu par hasard aux États-Unis par Francine Shapiro, donc en 1987. Donc, Francine Shapiro, elle est docteure, enfin, elle était, puisqu'elle est décédée aujourd'hui, elle était docteure en psychologie au Mental Research Institute de Palo Alto, en Californie. Et donc, bon, peut-être déjà dire que EMDR, c'est l'acronyme de Eye Movement Desensitization Processing, qu'on a traduit en français par désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. Alors, on a continué à appeler cette méthode l'EMDR. Et donc, dans EMDR, il y a explicitement un mouvement des yeux, alors que maintenant, on n'utilise pas uniquement les mouvements des yeux, on utilise aussi d'autres stimulations, puisqu'on va en parler, mais donc ça se fait avec ce qu'on appelle les stimulations bilatérales alternées. Mais je te dirais, c'est un petit peu comme le Coca-Cola. Ça fait de très, très nombreuses années, décennies même, qu'il n'y a plus de cola, de noix de cola, ni de cocaïne dans le Coca-Cola, mais ça continue à s'appeler Coca-Cola. Bien, c'est un petit peu la même chose pour le MDR. On a conservé l'appellation, même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que simplement les mouvements oculaires. Alors, c'est peut-être quand même intéressant de dire comment Francine Shapiro a découvert cette méthode. En fait, elle se promenait dans un parc, c'était au mois de mai, il faisait beau, mais elle était complètement perturbée et préoccupée, soucieuse par des pensées. Donc, elle avait des difficultés à ce moment-là, donc elle y pensait. Elle traverse un parc et elle se rend compte qu'en fait, ses pensées deviennent moins perturbantes. Or, nous savons par expérience que si nous pensons à quelque chose de perturbant, eh bien, plus on y pense et plus ça devient perturbant. Si je pense par exemple à mes factures de téléphone que je ne parviens pas à payer, ou si je pense à mon mari qui me trompe, ou si je pense à mon fils qui fume de l'herbe, plus je vais y penser, plus en fait je vais être activée au niveau émotionnel. Et là, en fait, elle se rend compte que c'est l'inverse qui se passe. Alors bon, elle découvre ça par hasard, mais quand même pas tout à fait par hasard, parce que c'est quand même une chercheuse, c'est une scientifique. Et donc, elle réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces pensées deviennent moins perturbantes. Et
elle se rend compte qu'en fait, la seule chose qui s'est passée d'un petit peu étrange, c'est que ses yeux ont fait des mouvements de gauche à droite. Et donc, elle se dit, visiblement, c'est ça qui est à l'origine de cette diminution émotionnelle. Et donc, elle va tester son intuition sur ses collègues et ça va se confirmer. Et donc, du coup, elle va créer petit à petit un protocole et elle va étudier ce protocole. Donc, elle va faire très rapidement de la recherche sur les vétérans de la guerre du Vietnam et sur des victimes de viol et de violence. Et donc, les résultats sont positifs. Et donc, du coup, elle va évidemment poursuivre ses recherches plus avant. Alors, cette méthode, en fait, elle est maintenant, je dirais, hyper reconnue au niveau scientifique par beaucoup d'études. Je pense que c'est la méthode thérapeutique qui est la plus étudiée, la plus analysée, qui fait l'objet de plus grand nombre de recherches. Et elle a aussi vraiment ses lettres de noblesse, le MDR. Alors, je ne vais pas les citer parce que il y en a énormément, mais toutes, je dirais, les grosses associations qui s'occupent de trauma reconnaissent la thérapie EMDR, et celle quand même que je vais citer parce que là, c'est quand même la cerise sur le gâteau, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui, depuis 2013, donc ça fait maintenant une dizaine d'années, qu'elle reconnaît et qu'elle préconise l'EMDR comme traitement de première intention pour les troubles psychotraumatiques, donc pour le trauma, aussi bien chez les enfants que chez l'adulte. Donc ça, c'est vraiment la reconnaissance suprême. Mais c'est reconnu aux États-Unis, en Israël, enfin un peu partout dans le monde, par de grosses sociétés internationales et internationales. Alors, que te dire encore par rapport à l'EMDR? Donc peut-être, puisque j'ai parlé du traitement adaptatif de l'information, eh bien dire que ce que fait l'EMDR, c'est justement d'activer ce traitement adaptatif de l'information. Et donc, en stimulant ce système, donc par toutes les procédures EMDR que je peux expliquer si tu veux, eh bien, on accède aussi à cette mémoire donc, qui est stockée de façon dysfonctionnelle, qui est encapsulée, pour reprendre ton terme, et donc on va pouvoir reconnecter ce souvenir qui vit sa vie, en fait, pour lui tout seul, de le remettre dans la mémoire plus fonctionnelle, quoi. Ok, et du coup, quel est le déroulé d'une séance? Alors, on va d'abord choisir, décider que le patient, la situation qu'on va travailler. Donc évidemment, quand les personnes viennent pour un trauma, bien ça va être la situation à l'origine du traumatisme. Donc on a parlé des traumatismes complexes. Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs traumatismes à travailler. Et donc on va, dans un premier temps, établir des priorités de traitement. Donc voilà le premier souvenir sur lequel on va travailler. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'image cible. Donc, on va travailler sur le souvenir et sur l'image la pire. Alors, quand on dit une image, c'est pas nécessairement visuel. Si je prends les attentats terroristes, par exemple, dans mes patients, c'était souvent le son, le bruit de l'explosion. J'ai déjà eu des patients aussi où ce qu'on pourrait appeler l'image, c'est l'odeur. Par exemple, j'ai une patiente qui a eu un accident et ce qui était vraiment pour elle le pire qui l'a déclenché le plus, c'était l'odeur de l'essence, parce que le réservoir s'était brisé, donc elle sentait cette essence. Donc on part de cette fameuse image cible, de ce fameux souvenir, et on va demander aux patients de déterminer ce que les praticiens EMDR appellent la croyance, la cognition négative, c'est-à-dire la pensée négative par rapport à cet événement. Alors, le plus simple, c'est peut-être de prendre un exemple. Donc, par exemple, si l'image cible, c'est j'ai eu un accident, je suis sur une route et en fait, il y a un camion qui me fonce dessus. Donc, l'image la pire, c'est le camion qui me fonce dessus. La cognition négative, ça peut être je vais mourir. Alors, on l'appelle cognition négative parce que en fait, c'est une cognition qui continue à être active alors que l'événement est terminé. C'est-à-dire que maintenant, la personne est en sécurité, mais depuis l'événement, elle se sent toujours sur le point de mourir, sur le point de vivre un danger
qui pourrait emporter sa vie. On va aussi demander à la personne quelles sont les émotions qu'elle éprouve par rapport à ce souvenir. Par exemple, la peur ou l'angoisse ou la terreur. Dans d'autres cas, ça peut être la culpabilité, ça peut être l'impuissance. Et les sensations physiques, en tout cas, où sont situées les sensations physiques qu'elle ressent quand elle pense à ça. Donc, ça peut être par exemple la boule au ventre, la boule dans la gorge, ça peut être l'impression de jambes coupées. Et puis, on va lui demander ce qu'on appelle donc la cognition positive, c'est-à-dire la pensée positive par laquelle elle voudrait remplacer la cognition négative. Donc, on avait, par exemple, je vais mourir, eh bien, ça pourrait être je suis en sécurité. Et on va demander à la personne d'évaluer tout ça sur une échelle. Donc, on va demander une échelle qui est étalonnée de 0 à 10, on va lui demander, donc c'est évidemment une échelle subjective, de nous dire à quel point c'est perturbant quand elle y pense maintenant. Donc, pas au moment des événements, mais quand elle pense maintenant, à combien c'est perturbant sur une échelle de 0 à 10, où 0, c'est pas du tout perturbant, et 10, c'est la perturbation maximale qu'elle puisse imaginer. Donc, on utilise le mot perturbation parce que c'est un mot très général qui peut couvrir à peu près tout ce que la personne peut ressentir comme chose négative par rapport à ce souvenir-là. Et puis, on va aussi évaluer à quel point la croyance positive est valide aujourd'hui. Par exemple, sur une échelle de 1 à 7, quand vous pensez à je suis en sécurité, à combien c'est vrai quand vous y pensez maintenant. Donc, évidemment, en général, c'est pas très élevé dans un premier temps quand on commence le traitement, 1, 2, 3. Et l'idée, c'est évidemment d'arriver en fin de traitement à ce que la personne dise oui, quand je pense maintenant à ce camion, je suis en sécurité, oui, c'est tout à fait vrai, donc c'est 7. Et puis, on va demander à la personne de garder à l'esprit tout ça et on va faire des stimulations bilatérales alternées. Donc, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. En fait, donc, on a les mouvements des yeux. Ces mouvements, c'est en fait, on demande au patient de suivre des yeux les doigts du thérapeute. Ça peut être aussi des objets en mouvement. Maintenant, de plus en plus de thérapeutes utilisent un petit bâton avec une boule au bout parce que ça demande à faire moins de gestes et c'est plus confortable pour le thérapeute. Ça peut être aussi des machines. On vend maintenant des machines spécialisées pour les praticiens EMDR avec des petites lumières qui bougent de gauche à droite. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser donc ces stimulations bilatérales alternées avec les mouvements oculaires, mais ça peut être d'autres choses. Donc, par exemple, on peut aussi utiliser les stimulations tactiles, c'est ce qu'on appelle le tapping. On fait des petits tapotements. Alors, ces petits tapotements, souvent, c'est sur les genoux, mais on peut aussi les faire sur, par exemple, le dos de la main. On peut aussi les faire sur les épaules. Ou alors, encore utiliser une petite machine adaptée, dédiée aux praticiens MDR. C'est une petite machine où il y a des petites pelotes, petites boules comme ça, et donc la personne prend ces petites pelotes dans les mains et ces petites pelotes émettent des vibrations. On peut encore utiliser des stimulations sonores. Donc, par exemple, le thérapeute peut taper sur un objet à gauche et à droite de la tête du patient ou claquer des doigts alternativement. Mais ça, moi, j'ai essayé, mais tu peux faire 20, 30 claquements de doigts, mais si tu dois en faire 300, c'est pas très, très facile. Il faut que ce soit rapide en plus. Oui, il faut que ce soit rapide. Donc, en général, quand on veut faire des stimulations auditives, on utilise aussi toujours cette petite machine. C'est un casque qui émet des bips sonores alternativement de gauche à droite, quoi. Donc, on commence comme ça, et puis à un moment, le thérapeute interrompt ces stimulations et puis demande au patient ce qui s'est produit en lui. Alors, ça peut être de l'ordre des émotions, des sensations physiques. Parfois, c'est le souvenir qui se modifie, qui se transforme. Parfois, ce souvenir nous amène à un autre souvenir qui est lié évidemment au premier par ce qu'on appelle une chaîne associative, c'est-à-dire par association, en fait, ces souvenirs s'enchaînent parce qu'ils sont de même nature quelque part. Parfois aussi, on avait déterminé une cognition positive et puis tout d'un coup, c'est une autre qui peut émerger. Donc, plein de choses peuvent se passer pendant qu'on fait ces stimulations et donc le patient nous dit
sans entrer dans les détails, hein, très rapidement ce qui s'est produit pour lui pendant les stimulations. Et puis, on continue, on recommence hein, jusqu'au moment où la personne atteint un niveau de perturbation, donc un niveau de détresse qui est de 0. Alors, éventuellement 1, hein, parce que parfois les gens te disent « je ne peux pas vous dire 0 parce que ça voudrait dire que ce qui s'est passé, je n'en ai rien à faire. Hein. » Par exemple, avec les attentats, les gens n'arrivaient jamais à 0. Ils disaient « mais je ne peux pas dire 0 parce que sinon ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé n'a pas d'importance. » Donc, on veille juste à ce que ce soit un 1 qui ne soit pas un vrai 1, c'est-à-dire quand on demande à la personne, il n'y a plus rien qui s'agite en elle, il n'y a plus de détresse, mais c'est juste presque moral, quoi, que la personne ne peut pas dire 0. Et puis quand on a désensibilisé, hein, donc quand on arrive à 0, c'est ce qu'on appelle la phase de désensibilisation, donc ces souvenirs n'est plus actifs, eh bien on va installer la cognition positive, donc cette idée positive que la personne veut mettre à la place, et donc on va faire ce qu'on appelle des sets, hein, donc de stimulation bilatérale jusqu'à ce que le patient évalue la validité de la cognition positive à 6 ou à 7. Et alors on va terminer en demandant, en vérifiant hein, que le travail est bien terminé, on va demander au patient, de penser à cette cognition positive en même temps qu'à l'image cible. On va demander à la personne d'effectuer ce qu'on appelle un scanner du corps. En anglais, on appelle ça un body scan. Elle va passer en revue toutes les sensations corporelles des pieds à la tête. Hein. Elle va voir s'il y a quelque chose qui reste. Et s'il y a quelque chose qui reste, eh bien, ça a travaillé. Si tout est calme dans son corps, ça veut dire que eh bien, le traitement du souvenir traumatique est terminé. Et puis, on termine la séance par un petit débriefing et on demande comment ça s'est passé. Ok, est-ce qu'il est possible de traiter des souvenirs préverbaux ou des événements, justement, comme on évoquait tout à l'heure, survenus in utero, voire des événements subis par des aïeux? Tout à fait. C'est notamment Cathy Oshie qui a mis sur pied la méthode avec laquelle travailler. Alors Cathy Oshie, elle connaît très bien l'hypnose parce qu'elle est aussi hypnothérapeute. Alors bien sûr, il faut adapter, hein, et c'est ce qu'elle a fait, le protocole de base qu'on appelle le protocole standard, parce que comme je t'ai expliqué, dans le protocole standard, on part d'une image cible. Or, les enfants, bien souvent, n'ont pas d'image. Ils en ont parfois, mais pas toujours. C'est plus des sensations corporelles ou des émotions. Donc, première modification par rapport à ce qu'on appelle le protocole standard, c'est qu'on va faire la phase de désensibilisation, donc la phase où on utilise les stimulations bilatérales alternées. On va le faire par tapping, donc par les petits tapotements, hein, par exemple sur les genoux, ça peut être sur les chevilles si la personne est couchée, hein, puisque Cathy Oshie, comme elle travaillait en hypnose aussi, parfois en fait elle travaille en EMDR avec les personnes qui sont couchées, et donc elle fait aussi des tapotements sur les chevilles. Et donc on va demander aussi aux personnes de fermer les yeux. Donc tu vois, on est beaucoup plus dans une approche qui vient de l'hypnose. Ça se sent très fort dans les protocoles qui ont été adaptés par Cathy Oshie. En fait, ce qu'elle dit, c'est que ces premières expériences, hein, donc très précoces, elles sont stockées dans le corps. Donc même intra-utérin, en fait, la personne, elle vit les choses avec son corps, avec les hormones dans lesquelles elle baigne. Et donc, elle dit, en fait, le tapping, ça correspond mieux à la façon dont l'information est stockée. L'information est stockée dans le corps, donc c'est normal d'utiliser des stimulations bilatérales sur le corps. Alors, moi, ce que je dis toujours aussi, c'est que, en fait, le toucher, avec des personnes qui ont vécu des expériences comme ça très précoces, je trouve que c'est important parce que ça rend très présente la présence du thérapeute, puisqu'on est proche, mais en plus on touche la personne, donc le toucher, ça nous rend plus présent, la personne nous sent davantage. Et ça, évidemment, je trouve que c'est très important pour les traumatismes précoces. Alors, une autre modification qu'on va faire, c'est qu'on va en général pas du tout partir des cognitions. Hein, on va pas demander la cognition négative et la cognition positive. On prend ce qui vient au fur et à mesure que ça vient, au fur et à mesure que ça apparaît dans le traitement. Alors,
comme je disais pour commencer, dans les traumatismes précoces, quand la victime est un bébé ou quand elle est intra-utéro ou quand elle est un nouveau-né, eh bien, en fait, on n'a pas d'image, on n'a pas de pensée, donc on a juste des sensations physiques et des sentiments, mais des sentiments qui sont assez vagues, comme par exemple de la terreur, des sentiments de néantisation, donc d'abandon, mais comme si on tombait dans le néant, de la douleur, de la honte. Et en fait, ce sont ces émotions et ces sentiments que généralement la personne va conserver à l'âge adulte. Alors, puisque quand on parle des expériences précoces, c'est intra-utéro jusqu'à l'âge de 3 ans, si la personne sait ce qui s'est passé, normalement, on n'a pas beaucoup de souvenirs avant 3 ans, mais des personnes ont des petits flashs, par exemple, de choses qui se sont passées vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. On peut quand même avoir des flashs. Eh bien, on va démarrer en EMDR avec ces flashs-là. On va demander à la personne de se concentrer sur les flashs et si elle a plusieurs flashs, bien sûr, on va les serrer, travailler un à la fois, et on va lui demander de se concentrer donc sur cette première expérience pénible ou sur la pire chose qui lui soit arrivée. Alors parfois, la personne adulte qui vient chez nous, adolescente, ne sait pas ce qui s'est passé, mais des personnes de l'entourage savent ce qui s'est passé. Parfois, d'ailleurs, on le lui a raconté. Alors là, on peut partir de ça aussi, donc sur l'image que la personne s'est faite de ce qu'on lui a raconté, de ce que son entourage lui a dit. Si l'entourage est d'accord, on peut encore procéder d'une autre façon. On peut demander, par exemple, à une personne de l'entourage, la personne la plus proche ou celle qui sait mieux ce qui s'est passé, de faire le récit avec beaucoup de détails de ce qui s'est produit, et éventuellement de rédiger cela. Bon, parfois, c'est la personne elle-même qui reprend tout ce qu'on lui a dit et qui en fait un récit. Donc, je pense par exemple à une de mes patientes, on a pu écrire cette lettre. C'est elle qui l'a écrite, et elle a dit voilà, j'ai eu un cancer quand j'étais enceinte de toi, donc évidemment j'ai eu très peur pour moi-même, j'ai eu peur de mourir, j'ai d'autant eu plus peur de mourir que j'ai pas pu avoir les traitements que j'aurais dû avoir pour ce cancer-là. On a donné des traitements moins importants, et puis j'ai eu très peur pour toi parce que j'ai eu très peur que ces traitements t'atteignent. On ne pouvait pas être certain que ces traitements n'allaient pas avoir un impact sur le développement de ton cerveau. Et donc, c'était effectivement une période extrêmement difficile pour moi, toute cette grossesse à partir du moment où on m'a découvert le cancer du sein. Et puis, après ta naissance, j'ai eu encore très peur parce que j'ai eu très peur d'avoir une récidive, et puis j'ai eu très peur pour toi parce que en fait on devait attendre plusieurs années avant de savoir au niveau du développement de ton cerveau ce qui allait se passer, et j'ai commencé à être rassurée quand tu avais 5 ans, quand on m'a annoncé que j'étais en rémission et quand on m'a dit que tu n'avais pas de séquelles au niveau de ton cerveau, etc. Voilà, et donc on peut dire, ça peut aller plus loin, je t'ai beaucoup couvé, plus que ta sœur, parce que j'ai toujours eu cette peur, maintenant tu es un jeune homme, tout va bien, je suis rassurée par rapport à toi, je suis rassurée par rapport à moi. Et donc, à ce moment-là, quand on a un récit comme ça, on peut lire, donc le thérapeute va lire l'histoire du patient au patient, ou lui raconter si ça n'est pas un récit écrit. Et dès que de la détresse apparaît, on arrête le récit et on fait du tapping jusqu'à ce que la détresse ait disparu. Donc jusqu'au moment où la perturbation disparaît complètement, et puis on reprend le récit. Alors on essaie vraiment, quand on raconte une histoire comme ça, d'y mettre tout, les comportements des proches, les sentiments des proches, qui était responsable de quoi, de reconnaître aussi ce qui pouvait et ce qui ne pouvait pas être fait à ce moment-là, etc. Et donc, ça, c'est le protocole de cette lettre, on peut le faire jusqu'au moment où tout va bien pour la personne. Alors parfois, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc puisque je l'ai dit, la plupart d'entre nous, on n'a pas de souvenirs vraiment conscients, de mémoire consciente avant l'âge de 3 ans. Et puis parfois, les parents ne sont plus là, enfin on ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Mais il semble quand même que nous ayons cette capacité de nous souvenir, alors peut-être pas de nous souvenir comme on se souvient des dernières vacances de l'été passé, mais de se souvenir de choses plus que ce que nous pensons. En tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai en EMDR ou en hypnose. C'est ça que ça me laisse penser, c'est que voilà, il y a des choses qu'on a appris très tôt dans notre vie qui sont là, qui sont dans notre mémoire. Une mémoire un peu particulière, c'est vrai, mais qui est quand même là. Et d'ailleurs, en fait, on l'a tellement appris que c'est devenu un apprentissage presque automatique. Quand les personnes ont de la honte ou de la peur, sans savoir pourquoi, c'est vraiment des choses qui sont tellement ancrées en nous que, voilà, que c'est vraiment un apprentissage automatique. Et donc, soit on se concentre sur les images qu'on a conservées, même si ces images sont imprécises, ou alors tout simplement, on se concentre sur les sensations, sur les émotions, et donc notre cerveau nous aide à retrouver le problème. Alors, moi ce que je dis aux patients, c'est qu'il y a des images qui peuvent remonter, et que ces images peuvent être vraies, je dirais au niveau historique, ça peut être des événements, et de revoir une scène qui s'est réellement passée, mais parfois, on ne peut pas s'assurer que c'est la vérité historique. C'est parfois une façon que notre cerveau, notre inconscient, a de traduire ce qui s'est passé. Donc moi, je dis toujours aux gens, vous savez, c'est un petit peu comme les bandes dessinées. Notre inconscient, il s'exprime par images, comme les images d'une bande dessinée. Donc ça peut être ces images métaphoriques, ça peut être des images qui ressemblent à la vie réelle, mais sans qu'on soit certain que ce sont des images de la vie réelle. Et aussi, dans les bandes dessinées, on a des bulles, les phylactères. Pour nous, pour l'inconscient, ces bulles, ça va être des émotions ou des sensations physiques. Et donc, voilà, on prend ce qui vient de cette façon-là. Alors, plus il y a de traumatisme et plus il y a de négligence, on va travailler sur des périodes très petites. Par exemple, juste concentre-toi sur une période. Donc, ça peut être se concentrer sur des émotions, des sensations, mais ça peut être aussi se concentrer sur une période. Par exemple, concentre-toi sur le 2e trimestre de la grossesse ou sur le 2e trimestre de ta naissance ou sur ta naissance. Et donc, pendant qu'on lui demande de se concentrer sur cette période, on va faire du tapping. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui vient, une image, une émotion, on va travailler ça. Alors, Katioshi le faisait déjà, et moi je le fais aussi, on travaille avec des scénarios réparateurs. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne, si une image traumatique revient, d'imaginer ce que le bébé, ce que le nourrisson ou ce que le bébé à l'intérieur du ventre aurait eu besoin. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On peut aussi demander après qu'est-ce qui se serait passé si tout avait été comme vous l'auriez souhaité. Et donc, on peut demander à la personne de s'imaginer que tout ça s'est produit alors que ça ne s'est pas produit dans la réalité. Donc, on va vraiment faire des scénarios, on va venir en aide à ce bébé dans le ventre ou à ce bébé après la naissance jusqu'à 3 ans et on va lui apporter tout ce qu'il aurait été en droit d'attendre, mais que malheureusement la vie ne lui a pas donné. On va donc tout réparer. Et parfois, ça va plus loin. Parfois, on va aussi aller encore plus en arrière. Je pense à une de mes patientes qui voit sa mère complètement paniquée autour du berceau où elle est. Donc, ça, c'est l'image qui vient. Et en fait, elle se rend compte que sa mère était paniquée, qu'elle avait besoin d'aide elle-même. Et donc, on va faire un scénario réparateur où son beau-père, cette maman, va venir lui montrer comment s'occuper d'un bébé. Donc, parfois, les patients, on se rend compte qu'en fait, le problème, en fait, les parents ont eu eux-mêmes des problèmes et eux-mêmes ont besoin d'être réparés. Et puis, quand les parents sont réparés, ce sont ces parents-là qui peuvent venir à ce moment-là, dans les scènes traumatiques, en imagination, participer à un scénario réparateur, c'est-à-dire à apporter à l'enfant, au nourrisson, au bébé dans le ventre, ce dont il aurait eu besoin.
Ouais, c'est hyper intéressant ça, parce que ça fait des ponts avec l'ICV aussi. Je sais pas si tu connais, mais Un c'est une petit peu, autre oui. technique et thérapeutique, et c'est vrai que c'est très intéressant, ces scénarios réparateurs. Euh, juste un petit mot sur du coup ce qui a été subi éventuellement par nos ancêtres. Oui, alors il ne faut pas remonter à 150 générations, hein, ça, ce serait, euh, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, on sait au niveau épigénétique qu'une personne qui vit un traumatisme, donc je dis pour elle-même, elle va avoir ce qu'on appelle les modifications épigénétiques. Donc, ce n'est pas les gènes qui vont subir un changement, une modification, mais c'est leur expression. Moi, je prends toujours comme image pour expliquer ce que c'est l'épigénétique. Je dis, ben voilà, en fait, l'épigénétique, c'est le chef d'orchestre. Il y a beaucoup d'instruments et c'est le chef d'orchestre qui va dire aux cordes de jouer, puis aux cordes de se taire, puis au cuivre de jouer, puis au piano de cesser de jouer, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a tous des instruments, ils sont tous en bonne santé, donc il n'y a pas de modification génétique, mais certains de ces instruments vont s'exprimer, d'autres ne vont pas s'exprimer. Et donc, quand on vit un trauma, c'est la même chose, on va avoir des instruments, donc des gènes qui vont s'exprimer, d'autres qui ne vont pas s'exprimer. Il y a notamment un gène super important qu'on appelle le gène G, donc G, ça vient de glucocorticoïde, ou qu'on appelle aussi le gène N3RC1. Et en fait, ce gène, il code pour la gestion du stress. Et donc, normalement, c'est un gène qui s'exprime. Mais après avoir subi un traumatisme, parfois, ce gène se tait. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons des difficultés à gérer le stress. Et donc, ces modifications épigénétiques, elles sont réversibles. Donc, si la personne fait une thérapie, si elle a un bon mode de vie, etc., c'est comme une sorte de reset qui va se faire. Et donc, ce gène va à nouveau pouvoir s'exprimer. Mais si elle n'a pas pu faire ça, elle va transmettre ces modifications épigénétiques à ses enfants, à ses petits-enfants et probablement à ses arrière-petits-enfants. Certainement à peu près sur 4 générations. Bon, alors, c'est quand même important de dire qu'elle va transmettre ça à ses enfants, mais que ses enfants ont la moitié de ses gènes et la moitié des gènes du père. Donc, c'est déjà que 50% qu'elle va transmettre. Ses enfants à elle vont transmettre aussi 50%. Donc, au bout d'un certain temps, même s'il reste des modifications épigénétiques, elles sont plus suffisantes pour générer des pathologies, parce que j'ai parlé du gène N3RC1 pour la gestion du stress, mais en fait, ces modifications épigénétiques, on sait aujourd'hui que quand on les hérite de nos parents ou de nos grands-parents, elles peuvent nous rendre plus vulnérables, plus à risque par rapport à des maladies mentales, donc la dépression, l'anxiété, etc., par rapport à des troubles du comportement, donc toxicomanie, alcoolisme, tabagisme, etc., et aussi par rapport à des maladies physiques, donc diabète, cancer, cardiopathie, donc des maladies du cœur, etc. Et donc sur plusieurs générations, donc à peu près sur 4 générations. Mais évidemment, on ne vivrait pas 3 jours si on devait porter toutes les modifications épigénétiques, si on remonte jusque 100 générations. Donc heureusement, la nature est quand même bien faite. À un moment, ça fait un reset. Alors bien sûr, à chaque génération, c'est réversible. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'une personne qui a une bonne hygiène de vie, et dans l'hygiène de vie, je parle aussi d'avoir, par exemple, une vie qui a du sens, de faire un boulot qu'on aime, d'avoir un réseau social, bien sûr de s'alimenter correctement, etc. D'avoir une activité physique. Toutes ces bonnes pratiques, j'ai envie de dire, peuvent faire une sorte de reset, donc où on repart à zéro sur de bonnes bases. Et donc, on peut travailler ces traumatismes, mais on peut aussi travailler les traumatismes des générations précédentes. Par exemple, une de mes patientes, c'était assez clair qu'elle portait le traumatisme de sa maman, qui avait failli mourir pendant la guerre et qui avait eu faim. Et donc, du coup, cette
personne était en surpoids, elle était un peu boulimique, enfin hyperphagique plutôt, et elle était toujours dans l'angoisse, et ça lui appartenait pas. Eh bien, on peut à ce moment-là, avec les images qu'elle se fait de ce qu'a vécu sa mère, eh bien, on peut retourner pour aller aider sa maman. Alors bien sûr, je ne dis pas que ça va faire des modifications, enfin que ça va faire un reset épigénétique chez sa maman. Ce que je parle, c'est que pour elle-même, de se débarrasser d'un traumatisme finalement qui n'est pas le sien, d'aller traiter ça en thérapie, ça peut effectivement l'aider à faire une sorte de reset à l'intérieur d'elle-même pour que son patrimoine épigénétique fonctionne le plus correctement possible. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la résilience et comment est-ce qu'on peut espérer que la vie reprenne suite à un ou des traumas? Alors, c'est vrai que c'est quand même une réalité assez complexe, un peu comme le trauma finalement. Et donc, on n'a pas vraiment de définition consensuelle de la résilience. Bon, on a évidemment celles qui sont le plus connues, c'est celle de Boris Cyrulnik, mais ce ne sont pas les seules. Alors, moi, j'ai ma petite définition à moi. Déjà, je fais la différence entre résistance et résilience. Donc, ce que Boris Cyrulnik va appeler la résilience à court terme, pour moi, c'est pas de la résilience. Ce que j'appelle résilience, après je vais un petit peu plus développer, mais c'est quand on a eu des symptômes psychotraumatiques, donc des symptômes de trauma, eh bien, c'est s'en débarrasser, de retrouver de l'aptitude pour mener à bien les tâches de sa vie quotidienne, de l'énergie pour mener ces tâches à bien. Alors, c'est aussi, pour moi, la résilience, c'est quand on sort de ces traumas et qu'on assume à nouveau ses rôles sociaux, antérieurs à l'événement. Je pense par exemple à si on est très traumatisé, on n'arrive plus à être un bon parent, même à s'occuper de ses enfants. Par exemple, le rôle social, c'est une fois qu'on s'est débarrassé du trauma, de pouvoir à nouveau s'occuper de ses enfants. Parfois aussi, ça peut être de redéfinir de nouveaux rôles professionnels, par exemple, ou amicaux, pour fonctionner, en tout cas, dans le présent avec plaisir et pour pouvoir anticiper positivement le futur. Donc, souvent, quand on est traumatisé, on a l'impression que le futur est sans promesse, qu'il est bouché, que rien de bon va arriver. Donc, c'est à nouveau pouvoir se projeter dans le futur. Et ce que moi j'appelle la résistance, c'est des personnes qui ont résisté, c'est-à-dire elles ont vécu un événement potentiellement traumatique dans lequel beaucoup de personnes ont développé après vraiment un syndrome psychotraumatique, donc des symptômes, mais elles pas. Et donc, ou alors elles ont développé quelques symptômes et qui, au bout de quelques jours, se sont complètement amendés, ont disparu. Moi j'appelle ça la résistance. Donc, si on prend, c'est une métaphore, mais si on prend une bouteille en plastique, la résistance, c'est, elle a subi un choc, mais finalement, elle n'est pas déformée. Et pour moi, c'est évidemment une métaphore qui a ses limites. Et la résilience, par contre, c'est une bouteille qui a été abîmée, mais dont on arrive à faire retrouver la forme. Alors peut-être un petit peu différemment que ce qu'elle était au départ, mais qui retrouve sa forme. Donc c'est pour moi, la différence, c'est la résistance. Il n'y a pas eu d'impact traumatique sur moi, je n'ai pas développé de symptômes. Ça, pour moi, c'est la résistance. Et la résilience, j'ai développé des symptômes, mais depuis, j'ai retrouvé cette aptitude, cette énergie pour mener à bien ma vie, mon quotidien, pour assumer mes rôles sociaux ou pour redéfinir d'autres et pour fonctionner dans le présent avec plaisir et pour anticiper positivement le futur. Ok. Pour terminer, j'aimerais juste que tu nous dises à qui on peut s'adresser si on sent que le MDR pourrait nous aider, puisque c'est une technique qui est quand même puissante et qu'on ne peut pas la pratiquer comme ça sans être suffisamment formé. Alors, il y a des listes de praticiens, donc en fonction des pays. Chaque pays a une association EMDR. Donc, le plus simple, c'est de taper sur un moteur de recherche EMDR et le nom de son pays, association EMDR dans son pays. Et donc, toutes les associations ont un site. Et sur ce site, il y a toujours une liste de praticiens qui ont donc suivi le cursus officiel
Eh bien, merci beaucoup, Evelyne, pour cet éclairage sur le psychotrauma et la thérapie EMDR. Pour en savoir plus, on peut retrouver ton travail sur... C'est www.résilience-psy.com. D'accord, ok, merci. Et on peut retrouver également ton dernier ouvrage qui s'appelle Les dimensions invisibles de la conscience, la mort et le deuil, aux éditions Satas. Et Oui. puis j'espère pouvoir échanger avec toi peut-être dans un prochain podcast sur les expériences extraordinaires, ce que tu appelles les contacts avec un défunt, donc les expériences au-delà de la conscience. Et je me ferai une joie d'échanger avec toi à ce sujet une prochaine fois. Eh bien, ce sera un plaisir pour moi. Merci beaucoup, à bientôt Evelyne. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.